Comme on est un peu même si on parlait d'habitation et de corporate, on passe côté SCPI. Donc plusieurs sujets sur les CPI. On a vu depuis, depuis un petit moment des baisses de prix de part. Depuis mars, en fait, AEW a été la première société de gestion à baisser le prix de la part d'une de ces CPI. Et ensuite, on a une deuxième salve qui a démarré le 25 juillet. Ok, qui est liée à la hausse des taux. Principalement la hausse des taux. Principalement la hausse des taux. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on vienne un peu sur des mythes que je vois sur des forums alimentés par des CGP. Notamment, beaucoup de CGP affirment que l'assureur assure la liquidité quand quand un particulier investit via un contrat d'assurance vie ou un PER en unité de compte dans la SCPI. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que l'assureur a du cash des réserves ? Et là, du coup, il va compenser les sorties qui ne peuvent pas se faire parce que, mais aujourd'hui, notamment sur certaines SCPI, il n'y a plus de liquidité, donc il y a moins d'acheteurs que de vendeurs, donc vous ne pouvez pas sortir. Et là, l'assureur, lui, au niveau réglementaire, il se doit d'avoir du cash pour pouvoir indemniser et permettre la sortie de l'investisseur. Ou pas du tout, on est dans une règle d'offre et de demande et que si l'assureur il n'a pas d'acheteur de son côté, on est bloqué de la même manière qu'en direct. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'assureur, il a effectivement ce rôle de tampon en fait, entre le client final et l'asset manager, donc le fabricant, nous, où en fait on est dans une situation où à l'intérieur de ton contrat d'assurance vie, de CAPI ou ton PER, on reflète une position, mais les titres, c'est pas toi qui les détiens. Les titres sont souscrits par l'assureur et c'est lui qui les détient en propre. Et donc effectivement, quand tu sors, en fait, l'assureur te rembourse, mais lui derrière, il a encore une opération à faire qui est celle de venir chez nous pour vendre le titre que toi tu as arbitré ou que tu as racheté à l'intérieur de ton contrat. Ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne également même quand tu as des véhicules qui sont en décollecte, où l'assureur va dire mais c'est pas grave, monsieur Tortic, je vous rembourse, je conserve la part dans mes livres et je vais aller passer un ordre de retrait chez le fabricant et je vais attendre que le fabricant veuille bien me rembourser. Je fais la queue dans le carnet d'ordre et donc je prends mon risque. L'assureur, il porte son risque quand il fait ça. Parce que la part, une fois qu'il la détient, une fois qu'elle est dans ses livres et qu'il la détient en compte propre, si elle perd de la valeur, c'est de la perte sèche pour l'assureur. Et c'est ça qui m'amène à t'expliquer que à partir d'un certain point, à partir d'un certain moment, si l'assureur considère qu'il y a un trop grand nombre, tout véhicule confondu, ou même sur un seul véhicule, mais il y a un trop grand nombre de sorties, que d'entrées, qu'il va se retrouver très très longtemps à porter les titres, que potentiellement ces titres-là vont perdre beaucoup de valeur, etc., etc. Au bout d'un moment, il a quand même un rôle de conserver une certaine solvabilité parce que ton assureur vie, notamment alors ton assureur vie en général, il est détenu par un groupe d'assurance. Et le métier du groupe de l'assurance, c'est quand même d'indemniser les gens quand ils ont un sinistre. Et donc si tu viens manger toute la liquidité de l'assureur parce que lui, il doit se retrouver à rembourser des gens et que de l'autre côté, il peut pas céder des titres, tu mets l'assureur globalement en difficulté. Donc l'assureur, il joue son rôle jusqu'au moment où en fait il te dit moi il faut que je sauvegarde la société parce que je fais d'autres métiers en plus de faire de la vie et j'ai besoin de fonds propres en fait. Et donc quand tu vas commencer à être dans des situations comme celle qu'on est dans laquelle on est en ce moment, qui est une situation de crise sur ces véhicules grand public evergreen en immobilier, c'est une situation de crise qu'on n'a pas vécue depuis 30 ans. À un moment donné, les assureurs peuvent prendre des décisions radicales et c'est ce qu'on a vécu. C'est public, cette information est publique, donc je la donne en citant l'assureur parce que c'est une information qui est publique. Oradea-Vie, qui est l'assureur chez lequel j'ai travaillé précédemment, a suspendu, il y a une dizaine de jours, toutes les opérations de sortie de ces véhicules immobiliers à l'intérieur de ces contrats vie, capi, retraite, à l'exception des rachats totaux et des dénouements évidemment de contrats. Mais en tout cas, tous les arbitrages en sortie et les rachats partiels ont été suspendus parce qu'eux considèrent qu'avec la quantité de sorties qu'ils doivent déjà porter dans leur fonds propre et les risques sur lesquels ils se projettent dans les 12-24 mois derrière, peut les mettre en difficulté. Et donc là,
Si tu es client à l'intérieur, effectivement, et que tu veux sortir, tu es coincé. Ok, parce que souvent, on avait ce débat de dire est-ce qu'il faut que j'investisse soit en direct, soit via un contrat. Et, souvent, il était dit, ouais, privilégier le contrat d'assurance vie parce que l'assureur assure la liquidité, mais c'est bien plus complexe que ça, jusqu'à un certain temps. L'assureur assure la liquidité jusqu'à un certain point. Ce qui est vrai, c'est que par exemple, sur certains véhicules qui étaient illiquides dès le mois de mars, avril de cette année, tu as pu passer des opérations de retrait chez des assureurs jusqu'en juillet, août, septembre, octobre. Il y a même encore certains assureurs chez qui tu peux passer des ordres de retrait sur certains véhicules. Donc, tu as eu quand même ce tampon-là que tu n'auras pas en direct, parce qu'en direct, très vite, tu as été bloqué. Tu rentres dans le carnet d'ordre. Donc, il y a quand même un avantage. Après, nous, quand on nous pose la question, est-ce que mon client devrait plutôt le faire en direct ou à travers l'assurance vie ? Pour nous, c'est plutôt des questions de situation personnelle du client, de fiscalité. Oui, bien sûr. Et de besoin. Est-ce que j'ai besoin d'un revenu complémentaire régulier ? Voilà, nue propriété, est-ce que je bâtis un capital ? Est-ce que je suis à l'IFI, etc. L'argument de la liquidité, en tout cas chez mes confrères, je ne l'ai jamais vraiment entendu être mis en avant comme ça. C'est-à-dire que oui, l'assureur, il va effectivement jusqu'à un certain point porter la liquidité, mais on le sait, l'immobilier n'est pas liquide, ça reste un sous-jacent illiquide et il n'y a pas de baguette magique qui te permet d'échapper à ça en fait. Sauf que moi, j'ai l'épargnant en face et je vois les comportements où autant il y a peu de demandes d'arbitrage quand tu es en direct parce que tu as eu des frais de souscription qui sont relativement élevés. Est-ce que c'est le bon timing ? Donc là, tu as une perte de 10-12% minimum du fait des frais de souscription. Et donc, ils sont réticents. Très peu ont arbitré, finalement, ont vendu en leur part. Alors que, comme tu es dans un contrat d'assurance vie, on a l'impression que c'est une unité de compte un peu comme une autre. Donc, les gens ont une volonté, après aussi les CGP, d'arbitrer, j'ai l'impression, beaucoup plus quand tu es sur un contrat d'assurance vie. Voilà. En fait, c'est plus facile. Oui. Si tu arbitres une UC dans un contrat d'assurance vie, maintenant, l'immense majorité des assureurs ont des outils digitaux qui te permettent de le faire en 2 clics. Donc, tu le fais très vite, tu le fais très facilement. Si tu veux retirer tes parts de SCPI, je ne vois pas beaucoup de sociétés de gestion qui te permettent de le faire en ligne. Il faut imprimer un papier. Faire des photocopies de tes justificatifs, un sujet administratif, envoyer un peu courrier et patienter. Ton arbitrage en sortie, c'est 2 jours ouvrés. Ton rachat de SCPI, si tu le fais, ta part en direct, c'est beaucoup plus long. Donc, si tu as un besoin de liquidité immédiat ou si tu dis, tiens, je le sens pas trop sur l'IMO, ça serait pas mal de s'alléger un peu, c'est quand même nettement plus pratique et rapide de le faire à travers l'assurance vie. Tu as un deuxième sujet aussi, qui est le fait que malgré... Et moi, c'est quelque chose dans lequel je crois fermement. Malgré le fait que la SCPI soit, à mon sens, le produit d'épargne immobilier le plus transparent aujourd'hui, parce que la régulation nous impose de l'être, en fait. Tu peux absolument trouver toutes les informations que tu cherches sur une SCPI quand tu épluches les documents. Malgré ça, c'est moins visuel. C'est-à-dire que quand tu as une ligne de SCPI dans un contrat d'assurance vie, tu as des relevés annuels qui tombent chez toi, où on te montre la valorisation de ta position. Tu as, quand tu te connectes à ton espace en ligne, tu as tout de suite la ligne, est-ce qu'elle est dans le vert, est-ce qu'elle est dans le rouge, etc. Et donc, tu as un effet très rapide. Ta part de SCPI qui a baissé cet été, si tu n'as pas eu ton CGP qui est venu t'appeler pour te dire ça a baissé, ou si tu ne t'es pas informé dans la presse spécialisée économique, tu n'as pas encore reçu, ça va se faire là à la fin de l'année, mais pour le moment, tu n'as pas reçu d'informations là-dessus. Donc, il y a un décalage aussi de l'information et c'est plus rapide et plus facile de le faire à travers l'assurance vie. Donc, ça fait des mouvements qui sont plus visibles tout de suite, en fait. Mais il y a aussi des rachats en direct, je te le confirme. Il y a aussi des rachats en direct. D'accord. Des gens qui... Ouais. Des gens qui vendent leur part. Bon, après, tu as des aléas et des moments dans la vie où tu n'as pas le choix, mais je me pose la question, est-ce que c'est des gens qui ont été conseillés par des CGP ? Dans ce cas-là, est-ce qu'on ne leur a pas survendu et mea culpa ? Je pense que la profession a beaucoup survendu la liquidité de la SCPI, notamment sur que d'autres classes d'actifs, comme Alexandre, toi tu proposes, en disant, vous voyez, vous voulez faire une opération intéressante en LMNP dans une ville, on va dire une grosse métropole de province, on va être sur des tickets à 150 000, 200 000 euros.
Là, de la SCPI, vous pouvez faire 20, 30 000, 40 000, même à crédit sur ces petits montants-là. Et en plus, c'est hyper liquide. Vous voyez, c'est capital variable. Et après, ça, c'est un mea culpa. Je pense que pendant 10 ans, les CGP ont un peu trop utilisé cet argument de la liquidité de l'immobilier sous format pierre-papier pour être différenciant d'une autre classe d'actifs qui est l'immobilier traditionnel en direct. Voilà. Peut-être, et là-dessus, j'ai pas le. Oui. Je ne saurais pas parler à la place de tes confrères. Oui. Ce qui est certain, c'est que tu as eu un changement de monde en fait à partir de la crise de 2007 où ça faisait 25 ou 30 ans qu'on proposait des contrats à 100% fonds en euros et que ça yieldait son 4,5-5% annuel et tout le monde était très content avec ça. À partir du moment où on est rentré dans les phases de quantitative easing et que les baisses de taux sont devenues très importantes et qu'on a eu une destruction du rendement des fonds en euros, il a fallu trouver des alternatives. C'est poser la question de se dire, j'ai un client avec un profil qui est défensif, qui m'a dit ouvertement qu'il ne voulait pas investir sur les marchés financiers, qu'il ne voulait pas aller placer son argent dans des solutions spéculatives. Qu'est-ce que je peux proposer qui va apporter un rendement un peu meilleur, finalement, que ces fonds en euros qui ne marchent plus, mais avec une volatilité très faible, une bonne visibilité du sous-jacent et qui soit effectivement qui distribue un revenu qui soit régulier dans le temps et assez tranquille. Et en fait, l'immobilier était déjà présent dans les contrats d'assurance vie sous forme de SCPI, et c'était le tout début des sociétés civiles en UC, et ça a été effectivement, pendant une bonne dizaine d'années, un peu le fond sur lequel on a dirigé les flux, parce que en fonds de portefeuille, ça permettait d'écraser la volatilité. Tu pouvais à côté, certains profils plus risqués, proposer autre chose. Non, mais je suis totalement d'accord. Après, maintenant, il faut aussi faire son mea culpa, regarder les choses en face. Une SCPI de bureau très connue d'une société de gestion qui a bien décoté ou d'autres, aujourd'hui, en 10 ans, fiscalité comprise, est-ce qu'ils ont fait tellement mieux? Est-ce que cette promesse de donner un rendement plus élevé que le fonds euro pour une typologie d'épargnants qui était un peu frileux, est-ce que la réponse est positive? Je ne suis pas sûr. Voilà, il faut tout réintégrer, c'est-à-dire qu'il faut réintégrer certes les rendements qui ont été distribués, net de fiscalité, et aussi l'augmentation de prix de part. Les augmentations de prix de part, et il y en a eu sur certains véhicules. On va prendre le cas de Capimo, qui est la société civile de Primonial, qui a fait pas mal les gros titres, parce qu'il y a eu une décollecte importante. Les gens oublient beaucoup que depuis sa création et avant le début de cette année, Capimo, elle avait fait plus 100%. Oui, bien sûr. Elle a fait moins 13, mais... Je visais pas Capimo, je visais d'autres SCPI où quand tu as fait, là, sur 2023, moins 14, mais que tu as souscrit en 2014 et que dès que tu souscris, tu fais moins 10 du fait des frais de souscription. Donc, entre-temps, 2014-2023, tu as pris des augmentations. OK, tu as pris des loyers qui ont été fiscalisés. Quand tu refais ton TRI sur le nombre d'années, est-ce que la promesse de dire on bat le fonds euro, même de 0,1, ça sera gagné, tu vois ce que je veux dire, en présentant le produit le plus sécure possible, même s'il ne peut pas être garanti en capital, je ne suis pas sûr qu'on soit au-dessus des performances des fonds euros sur ces 10 dernières années. Il faut sûrement recalculer. Et c'est du cas par cas. Véhicule par véhicule. Après, on le disait tout à l'heure, qu'est-ce que ça crée en fait, l'augmentation brutale des taux directeurs comme celle qu'on a connue? Ça crée une hiérarchisation des produits d'épargne. C'est très simple, et tu l'as dit très bien tout à l'heure. Mon client, s'il va à la banque et qu'on lui propose un compte à terme à 4% ou un DAT à 4%, qu'est-ce qu'il va aller prendre du risque supplémentaire pour faire 4,5 ou même 4 ou 3,5 ou un fonds négatif aujourd'hui en immobilier? Ça n'a pas d'intérêt. Donc en fait, ton plancher de rendement que tu dois offrir, sachant que tu offres un peu de risque avec, c'est ce rendement quasi sans risque. En tout cas, c'est le rendement du dépôt à vue que tu peux aller chercher à la banque. Donc, si j'ai un livret à 3, si j'ai un compte à terme à 4% sur un an, mon fonds en immobilier, il va devoir recréer un petit peu de prime de risque. Alors après, la question, c'est est-ce que cette prime de risque, elle est suffisante pour toi, elle est suffisante pour ton client? Est-ce qu'elle reflète réellement le risque qui est pris en dessous? Ça, c'est un vrai sujet. C'est le vrai sujet. Et puis, est-ce que... Parce que augmenter les primes de risque en étant des cow-boys,
C'est le ratio rendement-risque, parce que tu détériores aussi ton risque. Quoi, tu t'augmentes ton risque finalement, est-ce que l'augmentation de prime est si importante que ça? En tout cas, aux yeux de l'investisseur, elle le sera forcément. Et c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment sur les fonds qui décollectent, c'est qu'on est précisément là. Quand tu as un client qui, en ce moment, tu peux avoir du fonds en euros boosté, on te garantit 24 et 25, 2024-2025, on te garantit de faire du 3,5 ou du 4% chez certains assureurs. Pourquoi tu vas aller placer ton argent sur un véhicule sur lequel il y a du risque? Donc les arbitrages en sortie ou les versements se dirigent vers ces produits-là à la place des fonds immobiliers. Et en fait, c'est tout bête. C'est l'investisseur qui attend pour son capital une prime de risque en relation avec le placement garanti ou en tout cas considéré sans risque. Donc le sujet, il est effectivement là. À combien tu estimes que ta prime de risque est suffisante pour délaisser ces placements garantis pour aller... et vous, entre guillemets, chez Remake, vous avez à mon sens, deux avantages sur les concurrents. C'est que comme vous n'avez pas les frais de souscription qui vous ramènent, qui baissent forcément le rendement net, ça vous permet d'être un peu moins, on va dire, tiré vers le bas et être toujours au-dessus d'une perf du sans risque, toujours battre le sans risque. Et vous avez aussi, entre guillemets, le bon timing avec vous d'avoir été créé dans un contexte d'achat un peu plus d'achat d'actifs avec des prix un peu moins hauts que ce qu'on a pu connaître. Alors, ce qui est vrai, il y a deux choses, je vais revenir sur les deux points. D'abord sur les frais. Oui, nous, on n'a pas de droit d'entrée. Et oui, effectivement, si tu ressors sur une période assez courte, si tu ressors d'une SCPI sans frais d'entrée à 5, 7, 8, 10 ans, il va y avoir un gain mécanique assez important comparé à une SCPI classique avec des frais de souscription. Parce que tu n'as pas payé 10 à l'entrée, tout simplement. Mais cependant, nos frais de gestion sont plus élevés que ceux d'une SCPI traditionnelle parce que, et c'est pareil, c'est pas un secret, une bonne partie de ces frais de gestion va rémunérer dans la durée le travail de la personne qui a conseillé, du distributeur, qui a conseillé ce produit au client. Et donc évidemment, sur une longue durée, les courbes vont finir par se croiser. Donc c'est plus intéressant sur une des durées courtes, c'est à peu près ISO à 20 ans, et passé 20 ans, en fait c'est un peu plus cher de faire une SCPI comme la nôtre que de faire une SCPI avec des frais d'entrée. Et après, est-ce qu'il n'y a pas des frais cachés? C'est le vrai sujet que vos concurrents, on va dire, des SCPI traditionnels, disent, nous au moins, on est honnête, même si vous pensez qu'on se gave, entre guillemets, sur les frais de souscription, il peut y avoir des frais sur travaux, des frais sur arbitrage, des frais... Moi, j'adore cette question quand on me demande est-ce qu'il y a des frais cachés, parce qu'en fait, quand tu sais à quel point c'est lourdement régulé les SCPI, non, mais caché... il suffit d'ouvrir en fait, la documentation et tu as l'intégralité des lignes de frais. Je suis d'accord. Nous, en tant que CGP, on a une obligation légale d'ouvrir quand tu vas signer une convention de partenariat avec un CGP, de voir tout ça. Le particulier, il a une obligation à titre personnel, je veux dire, de voir s'il ne prend pas de frais. Mais c'est comme moi, j'ai renouvelé mon abonnement mobile. Le contrat, je ne l'ai jamais... Personne ne lit, ou sinon c'est des gens qui ont un souci personnel psychiatrique qu'il faut qu'ils règlent, mais perdre du temps pour ça, donc c'est important. Mais c'est bien beau de donner la réglementation, et moi, à titre personnel, chez les CIF, de dire ok, on va donner un annuaire de réglementation en disant voilà, le client est averti, je suis protégé. Ça peut pas marcher comme ça. Dans ce que je voulais dire, dans la vraie vie, il y a rien de caché. Alors après, si tu demandes quels sont les frais sur Remake, en fait, des structures de frais un peu exotiques, tu en as aussi sur des fonds qui ont des frais d'entrée. Des frais d'entrée, des SCPI avec des frais d'entrée. Il y en a aussi qui prennent des commissions sur des plus-values de cession, d'actifs, etc. Enfin, des lignes de frais. Non, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Moi, c'est pas mon... Tu peux en mettre partout. Après, nous, chez AMEC, typiquement, on a eu la volonté d'avoir une structure de frais qui soit la plus facile possible à comprendre pour un investisseur final. Donc, il n'y a pas de frais d'entrée, il y a des frais de gestion qui sont un peu plus importants que la moyenne du marché. Il y a effectivement une commission qu'on prend sur les travaux, et la raison, elle est toute simple, c'est que notre SCPI est labellisé ISR. Et de ce fait, on a à la fois l'obligation de sourcer et d'effectuer des travaux
de manière beaucoup plus responsable que de simplement pousser la porte de l'artisan du coin de la rue. Et donc ça demande pas mal de temps et d'analyse, c'est-à-dire qu'on recherche les bons artisans et ensuite on analyse un certain nombre de choses contractuelles pour s'assurer que on travaille avec les bonnes personnes. Et ensuite, ça demande un reporting beaucoup plus conséquent, puisque pour notre label ISR, pour conserver notre label ISR, on doit prouver que tous les travaux qu'on a fait respectent les clous du label, qui sont quand même assez contraignants. Donc tout ça fait que ça nous prend du temps, ça consomme des ressources, et donc effectivement, on compense ce coût-là en prenant des frais sur les travaux à la SCPI. Donc il n'y a pas de frais d'entrée, des frais de gestion, des frais sur les travaux, et ensuite, il y a, si le client ressort avant 5 ans, une pénalité de sortie anticipée qui dure 5 ans, qui n'est pas dégressive. Et celle-là, donc elle disparaît, passé 5 ans de détention. Donc passé 5 ans, le client ressort au prix de souscription, à la valeur de la part, à la VL. Mmh. Et pourquoi on fait ça sur 5 ans? Pour une raison toute bête, c'est que la SCPI, pour ne pas être requalifiée en marchand de biens, elle a l'obligation réglementaire de détenir un immeuble à minima 5 ans. Et donc, quand dans ton bilan, ton actif doit rester 5 ans, nous, on essaie de faire en sorte que le passif en face reste au moins 5 ans pour ne pas se retrouver avec des problématiques d'achat-revente d'immeubles en permanence parce qu'on a des gens qui rentrent et qui sortent tous les ans. Il n'y a rien d'autre à comprendre parce que ce sont les seules lignes de frais qu'il y a dans notre SCPI. Et ça, ce n'est pas ma parole. Si tu ouvres toute la documentation réglementaire du véhicule, c'est ce qui est écrit à l'intérieur. Et on peut aller sur remake.fr. Je suppose qu'il y a un onglet documentation. Il y a un gros bouton avec écrit notre SCPI et ensuite il y a un bouton documentation. Tu peux télécharger toute la doc réglementaire et ça va même un peu plus loin que donc, juste la fabrication du véhicule. C'est-à-dire que tu as réglementairement l'obligation d'avoir la publication d'un rapport annuel dans lequel tu as l'intégralité des comptes de la SCPI. Donc le bilan, le compte de résultat, tous les frais qui ont été engagés par la SCPI, tous les produits qu'elle a perçus à l'euro près. C'est validé par un commissaire aux comptes indépendant, etc. Tu peux vraiment tracer tout ce qui s'est passé dans le véhicule. Tu as donc des statuts, tu as une note d'information contractuelle, réglementaire. Tu as des bulletins trimestriels qu'on fait, qui sont également réglementaires. Alors la réglementation, c'est une fois tous les 6 mois, mais la pratique de place, c'est tous les 3 mois, dans lequel tu as l'intégralité des infos de tout ce qui s'est passé dans le trimestre au sein du véhicule. Et puis à la fin, tu as un organe régulateur qui surveille tout ça, parce que les SCPI ont baissé leur prix de part à l'été 2023, principalement parce que l'AMF a fait un courrier aux sociétés de gestion disant « Les amis, ce serait bien de vérifier que les prix des parts que vous émettez correspondent toujours à la valeur intrinsèque des immeubles qui sont détenus. » Ah, mais il n'y avait pas d'obligation. C'était on vous conseille fortement. Un conseil assez appuyé. Oui, oui. Et donc, si tu veux, le régulateur, évidemment, ça a déclenché ce qu'on connaît. Nous, on a quand même l'impression que ça veut dire qu'il y a quelqu'un en volant derrière. Si tu veux. Le régulateur, il laisse pas faire tout et n'importe quoi et il surveille ce qui se passe, en fait. Et ça, pour nous, c'est quand même un peu protecteur pour le client. C'est-à-dire que, OK, on est dans une crise. Avec tout ce qu'on peut découvrir durant cette crise-là, oui, on s'apercevra certainement que certains gérants ont pris de mauvaises décisions à un instant donné. Oui, on s'apercevra certainement que d'autres ont juste subi le marché, ils ont eu un timing malheureux. Ou qu'on nous a survendu Qu'on a eu un discours commercial qui était peut-être un peu trop... Et non, on protège la collecte. Et quand on voit les chiffres... On s'apercevra de plein de choses, il n'y a pas de doute. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour l'investisseur final, on voit quand même que pendant cette crise, il y a quelqu'un qui est aux manettes et qui surveille ce qui se passe. J'ajoute que sur les sociétés civiles, donc les véhicules qui sont distribués, ce sont des fonds professionnels qui sont distribués uniquement à travers l'assurance vie. Depuis maintenant 4 ou 5 mois, l'AMF demande aux gérants des reportings quasi hebdomadaires. Ouais. Donc elle surveille de manière extrêmement précise ce qui se passe semaine après semaine. Donc il y a quand même... c'est pas le Far West, il y a quelqu'un aux manettes quand même qui vérifie tout ça. Ok. Donc... Et non, je réfléchissais, parce que je crois que tu avais soulevé un deuxième point tout à à l'heure. Le timing en quelques mots. Et là, ouais, en quelques mots, nous, on a eu de la chance. C'est tout. On avait prévu de lancer Remake, on avait prévu de lancer la SCPI quoi qu'il arrive. On avait prévu un taux de distribution qui était plus faible que ce qu'on fait aujourd'hui. Et en fait, le temps qu'on obtienne nos agréments, qu'on démarre, etc., juillet 2022, hausse de taux, baisse des valos assez rapide dans certains marchés, notamment du nord de l'Europe et en Espagne, et nos premières acquises sur des immeubles qui avaient déjà repricé. Ça nous permet d'afficher en 2023 pour 2022 le meilleur TD du marché, donc 7,64 de perf brut.
les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pour autant, on va encore faire une excellente année cette année qui devrait même être un peu meilleure. Donc battre que l'année dernière. ce que tu disais, nos amis assureurs qui boostent les fonds en euros, vous allez quand même être au-dessus. On va être au-dessus. Et après, donc c'est pour ça que je te disais, tout dépend de. On voit que historiquement, sur les 15 dernières années, la prime de risque moyenne entre une SCPI et un placement garanti, c'est entre 2,5%, entre 200 et 250 points de base. Et nous, normalement, on devrait être sur plutôt dans le haut de la fourchette sur 2023. Ouais, ok. Donc ça, c'est SCPI. Donc on voit Remake est un peu différenciant sur la perf d'autres personnes, mais la SCPI moyenne, la moyenne du marché, va être en dessous de de cette concurrence avec le sans risque. Elle va être un peu en au-dessus. net Elle va être un de peu au-dessus fiscalité. net de fiscalité du particulier. Mais on attend le rendement moyen attendu des SCPI là, de rendement sur 2023, c'est un peu plus de 4,50, c'est autour de 4,55 je crois, 4,60. Et sachant que en fonction de votre tranche marginale d'imposition et de la CSG 17.2, assurance vie, voilà. Vous, le point fort aussi de Remake, c'est la NuPro, je suppose, puisque comme vous n'avez pas de frais de souscription, c'est... Ouais, et ça, c'est pas dû ni à la qualité de la gestion, ni à notre timing, c'est simplement un effet mécanique, c'est-à-dire que quand la part se remembre, effectivement, si tu veux la céder, tu sors au prix de souscription et pas à la valeur de retrait. Et donc ça, en termes de TRI sur 5 ans, ça offre un vrai gain pour un client final. Ok. Donc on va faire un lien maintenant du coup avec le logement.